Bonjour et bienvenue au balado hors piste. Le balado en fait qui s'intéresse au parcours des intervenants en plein air, puis tout ce qui touche de près ou de loin le domaine professionnel du plein air. Je m'appelle Lou Lamar, je suis étudiant en intervention plein air à l'UQAC, puis je suis une des deux personnes qui animent le balado en compagnie d'Elisabeth Morin. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On a reçu Fabrice, on reçoit en fait Fabrice Delmer, qui est un. Il fait plein d'affaires, Fabrice. Il est guide notamment là, en ski dans les grandioses rocheuses canadiennes. Puis en plus de ça, il travaille aussi en sécurité logistique là, et plein d'autres affaires sur des plateaux de tournage qu'il vient souvent faire au Québec, en fait, quand arrivent les couleurs de l'automne. Fait que sans plus attendre, c'est le premier épisode du balado hors piste. Bonne écoute! Salut Fabrice, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bonjour à vous deux. Salut. Bienvenue au podcast. Le balado hors piste. Oui. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Fait que aujourd'hui, on t'a invité parce qu'on a entendu dire que tu avais plein de belles expériences à nous partager. Absolument. Ben, tu sais, dans le fond, t'es comme un. On t'a pour une courte période de temps, de ce qu'on comprend. Là. Dans le fond, c'est. Tu viens d'ici, en fait, mais. T'habites pas ici en ce moment. Non. On a comme la chance de t'avoir avec nous en ce moment. Exact. C'est vraiment un bon addon, là, si je pourrais dire. Quand on m'a contacté pour le balado hors piste, j'ai vraiment été flatté. Puis ça a donné que justement, je passais dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que ça l'a fait une pierre deux coups. J'ai réussi à avoir mes amis, mais on est ici en studio là, pour pouvoir enregistrer cet épisode. Ben, on est vraiment content de t'avoir avec nous, Fabrice. Mais là, t'es avec nous ici. Mais c'est où? Tu viens d'où, dans le fond, là, toi? À la base, je suis natif des cantons de l'Est. OK, donc l'Estrie. Oui, exact. Fait Okay. entre Sherbrooke et les lignes américaines, un village qui s'appelle Waterville. Mais maintenant, j'habite dans l'Ouest canadien à temps plein. Alors, je suis vraiment loin là, des zones agricoles de l'Estrie. Quel coin exactement dans l'Ouest? J'habite à Golden. Fait que c'est entre Lac-Louise et Revelstoke, si je pourrais dire. OK. C'est dans les montagnes de l'intérieur qu'on appelle, juste à la frontière de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, du côté Colombie-Britannique. C'est ça, je m'en ai demandé, là, de quelle side t'étais. Là. Oui. Ouais. Mais moi, je connais un peu. Je sais c'est où à peu près, là. Puis ça a l'air vraiment beau, là. Oui, c'est magnifique. Là. Moi, je trouve que c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. On ne peut pas rêver mieux là, si on fait plein de sports de montagne, mais il y a aussi plein d'autres activités, puis la culture est vraiment intéressante aussi. Fait que ça fait un bon melting pot, si je pourrais me permettre, de gens qui sont super intéressants en faisant des activités là, extraordinaires. Puis c'est quoi qui t'a amené là? Ce qui m'a amené là, c'est sûr que les montagnes sont impressionnantes. C'est pas quelque chose qu'on peut copier là, ailleurs. Alors, c'est sûr, les montagnes m'ont vraiment attiré là, au premier coup d'œil. Moi, dans le fond, avant de travailler dans l'Ouest canadien, j'ai travaillé au Yukon puis au territoire du Nord-Ouest pendant un certain nombre d'années. Je faisais ça au travers de mes études. Puis, une fois que mes études ont fini, j'ai toujours rêvé d'aller skier dans l'Ouest canadien. Alors, c'était la première hiver que j'avais disponible après mes études universitaires pour aller dans l'Ouest l'hiver, puis mettre mes skis après mes pieds, puis descendre dans la poudreuse. Alors, quand je l'ai fait une première fois, j'ai vraiment été accroché. Puis depuis ce temps-là, j'habitais à temps partiel, puis maintenant, j'habite vraiment temps plein là-bas. Rester accroché au point de habiter, il y a quand même quelque chose de spécial là-bas. Là. Oui, vraiment. Là, ça l'a fait en sorte que les gens que j'ai rencontrés, les paysages que j'ai pu voir, mais aussi les milieux de travail dans lesquels j'opère, font en sorte que c'est facilitant d'habiter là également. Là. Mais j'ai entendu, il y a quand même une bonne communauté québécoise, francophone là-bas, à Golden, me semble. En tout cas, j'en ai entendu parler quand même. Oui, exact. On a la chance d'avoir même une école francophone pour les jeunes en ville directement. Il y a beaucoup de francophones qui sont de passage, mais aussi certains qui sont résidents. Ça fait une belle communauté, là, effectivement, à pouvoir avoir proche de nous. Je m'ennuie quand même du Québec, je veux dire. Je reviens à chaque année.
Mais avoir des gens, là, justement, des francophones qui apportent un peu de la culture québécoise là-bas, ça m'aide beaucoup, puis j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Puis quand tu t'es installé là-bas, tu es arrivé là-bas, est-ce que tu es arrivé là, puis après ça, tu t'es trouvé comme un emploi ou tu es allé t'installer là, habiter là, comme après d'en avoir trouvé un, puis c'était ça ta raison d'y aller là de manière permanente? Moi, quand je suis arrivé dans l'Ouest canadien au début, j'étais plus en mode voyage, si je pourrais dire, découverte. Je me promenais. J'avais même pas l'intention d'habiter là à la base. J'étais vraiment en mode je veux visiter des endroits qui sont full intéressants, puis je veux aussi rencontrer des personnes qui font les mêmes choses que moi. OK. Moi, j'étais un fan de ski depuis très longtemps. Alors, quand j'ai fait mon premier hiver là, ben, je me promenais un peu d'un village de ski à un autre pour découvrir les centres de ski parce que je faisais quand même un peu de ski hors piste, mais sans plus. Puis c'est facilitant de pouvoir être dans une ville qui a une station de ski. Alors, je visitais plusieurs stations, que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, dans le sud ou dans le nord de la province. Et quand l'été est arrivé, ben là, j'ai fait la même chose, mais avec l'escalade. Puis de fil en aiguille, j'étais comme un peu tanné d'être sur la route. Puis après avoir été sur la route puis avoir vu plusieurs places, je me suis décidé. En premier, j'ai habité à Revelstoke pendant longtemps. Pendant 5 hivers. Les hivers, je l'ai passé à Revelstoke pour le ski. Mais les étés, je l'ai passé à Squamish, au nord de Vancouver, pour l'escalade. Tu avais environ quel âge? Mi-vingtaine, début vingtaine, si je pourrais dire, ouais. Est-ce que c'était avant ou après tes études au bac? C'était après mes études au bac. Donc, c'était suite au baccalauréat, dans le fond. J'ai été pour la première fois libre de mon temps, si je pourrais dire. J'avais plus de calendrier qui organisait mon temps, ma vie. Puis au début, c'est quand même intimidant. Tu te demandes qu'est-ce que je vais faire après mes études. Puis j'étais pas sûr encore même du milieu de travail que je voulais évoluer. Mais je trouvais que l'attrait vers l'Ouest canadien, là, j'avais eu la piqûre. Puis juste pour ramener un peu, préciser un peu ça, là, le bac, quand on dit les études au bac, on parle bien du baccalauréat en intervention plein air. Dans le fond, tu es passé par le programme que nous, on est en train de faire en ce moment. Oui, c'est exact. Là, dans le fond, j'étais étudiant au baccalauréat en intervention plein air à Chicoutimi. Ouais. Puis j'ai passé des super années à Chicoutimi. Puis je reviens à chaque année visiter des amis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait en tout cas. C'est un début de parcours, en tout cas, dans le monde du plein air, qui fait qu'aujourd'hui, tu es installé dans l'Ouest. Puis maintenant, à ce jour, c'est quoi que tu fais là-bas en ce moment? Je travaille dans majoritairement le secteur du guidage. Fait que je divise mon secteur du guidage en 2, estival et hivernal. Fait que pour commencer à l'hivernal, moi, je suis guide de ski certifié par l'Association canadienne des guides de montagne. Et j'opère que ce soit en ski de randonnée. Donc là, on parle de ski à propulsion manuelle, qu'on monte les montagnes en peau de phoque, en fixation de ski de randonnée, puis on peut les redescendre en ski alpin. Mais également, je suis guide en ski en hélicoptère. Fait que ça, j'opère ça à la frontière de l'Alaska puis de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu veux dire par ski en hélicoptère? Fait que du ski en hélicoptère, c'est j'ai un employeur il opère un lodge de ski qu'on appelle. Fait que c'est comme une espèce de gros hôtel ou une espèce de refuge, dépendamment de la grosseur de l'organisation. Et on apporte les clients dans un hélicoptère le matin. On se fait déposer sur les sommets des pentes enneigées, puis on descend. Une fois que la descente est finie, l'hélicoptère nous reprend et on va continuer notre parcours là, jusqu'à la fin de la journée. Wow. Fait que c'est vraiment hallucinant que ça existe comme sport. Vraiment. Puis, je dirais, au monde, là, le Canada, on est vraiment la place la plus reconnue pour ce genre d'opération-là, de heli ski qu'on appelle en anglais. Il y en a un peu aux États-Unis, mais très, très peu. Puis même chose en Europe. Le Canada, c'est vraiment... On se distingue là, dans ce genre d'activité-là. Mais c'est malade, là. Je sais, moi, ça me fait rire parce qu'on parle de ça quand même, genre, casual, mais comme, moi, je suis un skieur aussi, puis j'ai jamais fait de heli-ski, puis tu me parles de ça, puis j'ai déjà entendu le concept, là, mais j'ai jamais pu le pratiquer, puis moi, je trouve ça a l'air juste trippant, là. En plus, je suis allé skier dans l'Ouest à quelques reprises, puis là, de penser à comme la possibilité de pouvoir faire ça,
ça me fait capoter. Là. Ça doit être quand même quelque chose de... En tout cas, ça doit être... Je sais pas à quel point c'est abordable facilement, peut-être pour un étudiant universitaire. Même moi, là, en ce moment, si je ne travaillais pas dans ce milieu-là, je pense que j'en ferais pas de la même manière. Là j'ai l'opportunité, la chance, si je pourrais dire, de pouvoir avoir ce milieu de travail-là et d'en faire mon métier, puis d'être sur le terrain à chaque jour, de découvrir des nouveaux secteurs, de descendre des nouvelles pistes. Puis nous, le produit, dans le fond, pour la compagnie que je travaille, c'est un produit qui est quand même pour les gens qui sont intermédiaires ou avancés. Donc, j'ai seulement 4 clients à m'occuper dans mon groupe d'hélicoptères, mais pour un seul et même hélicoptère, il y a peut-être 12 clients. Ça fait que c'est vraiment du custom trip qu'on appelle en anglais, c'est du sur-mesure. Fait que ça fait en sorte qu'avec 4 individus, je suis capable de skier des super de belles lignes là, au travers de ma journée, au travers de la saison. OK. Les enjeux, les risques doivent quand même... En tout cas, j'ai l'impression que ça doit être différent. Tu sais, t'as ton ski de randonnée, tu montes comme ça. Je veux dire, t'as quand même tout ce qui implique l'hélicoptère, en fait. Pas l'aviation, je sais pas comment tu t'appelles ça. Le côté aérien de la chose. Je veux dire, logistique autour de ça doit quand même être relativement différent. Là. Je sais pas comment tu vois ça. Oui, c'est super différent. Dans le fond, je pense qu'il y a une clientèle qui est différente. Il y a l'opération est différente aussi que du ski de randonnée. Mais chacun a ses propres risques. Puis je suis pas prêt à dire qu'un est plus ou moins risqué que l'autre. Dans le fond, nous, c'est ça l'objectif que quand on guide, c'est de minimiser notre exposition au risque avec notre clientèle. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a peut-être des auditeurs là, que justement, ils voient du ski en hélicoptère sur des vidéos sur YouTube. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment à un risque réduit. Même les vidéos qu'on voit, il y a énormément de procédés qui sont mis en place justement pour assurer la sécurité des participants que vous voyez à l'écran. Mais avec ma clientèle, c'est la même chose, dans le fond. Là. Okay. Mais là, tu parles de risque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même de vivre des situations à risque avec des clients? Ou... Oui, ça arrive. Il y a toujours un risque perçu puis un risque réel, si je pourrais dire. Mes clients, ils ont beaucoup de risques perçus sur la montagne ou très peu, dépendamment de la clientèle. Puis il y a le risque réel que nous, on navigue à chaque jour là, lorsqu'on guide en montagne. Moi, ce que je trouve difficile, veux pas, il y a un risque qui est omniprésent dans ce milieu-là, c'est le risque des avalanches. Le risque des avalanches, il est changeant à chaque jour, à chaque heure de la journée, selon les vents, la température, la nouvelle neige. Il y a tellement de caractéristiques qui influencent le dosage de ce risque-là. Ça fait en sorte que, oui, c'est compliqué à décortiquer ce puzzle-là. Alors, oui, j'ai eu mon lot de presque accidents, si je pourrais dire, mais j'ai quand même eu la chance dans ma carrière jusqu'à maintenant que les prises de décision que j'ai effectuées ou les endroits que j'étais lorsque ces prises de décision-là y ont été prises ont fait en sorte que je ne me suis pas exposé à des grosses avalanches, par exemple. Alors, souvent, on déclenche des avalanches. Ça fait partie de notre programme de déclencher des avalanches artificiellement, qu'on appelle, donc soit en ski, en hélicoptère. Et fait que oui, on en déclenche souvent, puis parfois, ça peut amener à des presque accidents, mais avec ma clientèle, on essaye de toujours avoir le plafond le plus bas de risque opérationnel, si je pourrais dire. T'es-tu déjà arrivé, genre, une anecdote du croustillant, quelque chose, un moment où tu as eu peur, là? C'est-tu fréquent? C'est-tu déjà arrivé? T'as-tu quelque chose qui te vient en tête? Mettons, je te dis ça, là, c'est quoi qui te vient en tête? Genre? Moi, je pense qu'un des moments que j'ai eu le plus peur, en fait, c'est lorsque on guide en héliski, il y a un hélicoptère pour 3 groupes. Donc, pendant que je suis transporté dans les airs pour atteindre le sommet de la pente, il y a un groupe qui est en train de skier et il y a un autre groupe qui attend d'être pris au pick-up qu'on appelle, donc en bas de la pente par l'hélicoptère que je suis dedans en ce moment. Ça fait en sorte qu'il y a une rotation de 3 groupes pour le même hélicoptère. Moi, je pense qu'un des moments là, justement que j'ai vraiment eu peur, c'est quand j'ai vu un de mes collègues en dessous de moi qui était en train de skier avec son groupe, puis lui, il a déclenché une grosse avalanche, puis moi, j'étais en haut avec mes clients dans mon hélicoptère. Mais ça fait en sorte que, veux pas,
on est vraiment intime avec les gens avec qui on travaille parce qu'on travaille en groupe, mais on opère seul sur la piste. Et quand j'ai vu mon collègue, là, justement, être pris dans une avalanche, ben, moi, ça m'a... sur le coup, là, on dirait que ça m'a coupé le souffle. Là. J'étais vraiment « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Je me mettais déjà en tête là, à penser à tous les scénarios, comment je devais réagir, où est-ce qu'on pouvait aller, on était où sur le terrain, comment je pouvais avertir les autres groupes, initier des plans d'urgence. Puis finalement, ben, il en est sorti indemne. Il a réussi à déployer des mesures qu'on a en place, des équipements qu'on a en place pour rester à la surface. Et ces clients-là, l'avalanche ne les concernait pas. Mais ça l'a quand même... ça m'a pris le saut au cœur, là, si je pourrais dire. sûr. Surtout Oui, la c'est première sûr, fois que tu es assis dans un hélicoptère, tu vois tout ça là, comme un grand film, grand Tu dois te écran. sentir tellement impuissant. Là. Genre, t'es Mais dans ton vraiment. hélicoptère en haut, tu vois ça aller. Je veux dire, capoté. Tu le vois en live, là, Ouais. tu le vois pas à télé. Ouais. Ouais, exact. Moi, c'est une image qui va rester toute ma vie. Là. Puis je le souhaite à personne. Puis je ne l'ai pas vécu même moi sur la piste. Alors c'est différent sa réalité que ma réalité. Mais moi, l'aspect de voir ça arriver sous mes yeux, là, ça va me marquer à vie. Là. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que c'est la seule avalanche que tu as vue? Dans le fond, on en voit quand même régulièrement des avalanches. Chaque matin, on voit des activités d'avalanche qui s'est passé au travers la nuit. Au courant de la journée, on voit même des avalanches naturelles parfois qui se déclenchent. C'est toujours impressionnant, mais je trouve que c'est encore plus impressionnant quand c'est toi-même qui la déclenche artificiellement. Donc, parfois, on est sur le sommet puis on veut déclencher une avalanche parce qu'on sait que la neige est instable. Ben, quand la ligne de fracture là, est juste au niveau de tes skis puis il y a une face complète de montagne qui part là, en dessous de tes pieds, t'as tout le temps un petit sursaut au cœur. Là. Ouais, puis tout ça, en tout cas, à mes yeux, c'est d'une évidence que ça prend des formations quand même relativement poussées là, pour être en mesure de comme, gérer tout ce qui vient autour de ça. On se comprend et on s'entend que c'est pas nécessairement dans un parcours au baccalauréat en intervention plein air qu'on va apprendre toutes ces affaires-là. On touche un peu à du guidage en ski hors piste, mais mettons tous les trucs à peaufiner, les formations qu'il a fallu aller chercher. Ben, en fait, c'est quoi ces formations-là? Là? Ouais, c'est une excellente question. Là. Je pense que au Québec et dans l'Ouest canadien, c'est deux styles de formation qui sont nécessaires pour guider. Parce que les risques et le terrain est très différent. Donc, si il y a un auditeur qui se dit hey, « moi, j'aimerais ça guider en ski au Québec et guider en ski dans l'Ouest canadien », c'est peut-être deux parcours différents. Fait que moi, je vais plus parler de ce que j'ai eu comme parcours. Moi, j'ai étudié, dans le fond, au Cégep de la Gaspésie et des Îles dans une technique en tourisme d'aventure. Puis ensuite, j'ai fait un baccalauréat en intervention plein air à Chicoutimi. Au courant de ces années-là, j'ai été chercher un brevet avec l'Association canadienne. L'Association canadienne. Canadian Avalanche Association. Pardon, mes acronymes sont en anglais. J'ai été chercher un cours qui s'appelle le niveau 1 professionnel. Puis c'est un cours qui ne se donnait pas nécessairement dans les établissements d'enseignement que j'ai fait en tant qu'étudiant. Fait que c'était un cours qu'il fallait que je débourse de ma poche à l'extérieur de mon champ disciplinaire, si je pourrais dire, là, à l'école. Et une fois que j'ai fait ce cours-là, je dirais que c'est la porte d'entrée dans l'industrie, que tu peux aller faire des stages en industrie, tu as une meilleure connaissance générale du manteau neigeux, comment les professionnels de l'industrie puissent recenser des données, recenser de l'information. Alors, moi, c'était vraiment, je dirais, là, quelque chose qui m'a ouvert les yeux, carrément, ce cours-là. Mais avant ça, ben, dans le baccalauréat en intervention plein air, par exemple, ben, on a des cours qui viennent toucher l'aspect de sécurité en terrain avalancheux également. C'est peut-être juste, le niveau, il est peut-être un peu moins poussé, si je pourrais dire, que dans le milieu professionnel, mais je trouve que c'est une belle rampe d'entrée puis une belle continuité à quelqu'un que s'il est intéressé par ça, ben, il peut aller chercher les autres certifications par la suite de son plein risque, je pourrais dire. Ça t'a pris combien de temps de compléter toutes ces formations-là? Ben, la formation du niveau 1 que je parle, je dirais c'est une formation d'entrée dans l'industrie. Ça, tu peux le faire quand même facilement puis rapidement dans ton parcours. Mais l'autre certification qui prend
énormément de temps. Là. C'est quand même taxant au niveau de temps. Puis il y a un gros investissement monétaire aussi. C'est l'Association des guides canadiens, dans le fond, l'ACMG, Association of Canadian Mountain Guide. Puis cette association-là, elle permet de donner des certifications dans plusieurs disciplines, dont 3 disciplines de montagne, qui est l'escalade de roche, l'escalade alpine et le ski. Puis moi, dans le fond, j'ai effectué le parcours de ski et ça, là, l'entièreté de cette formation-là, ça a pris plusieurs années dû au fait qu'ils demandent des prérequis qui sont quand même assez importants. Là, il faut que tu cumules le minimum qu'ils demandent, c'est 75 jours en terrain complexe et glaciaire, par exemple. Juste ça. Ils demandent là, des certifications de premier répondant en région isolée, un peu comme vous effectuez dans votre parcours universitaire. Ils demandent des certifications justement de Canadian Avalanche Association, de Search and Rescue. Ils demandent plusieurs autres certifications qui sont préalables. Donc, mon parcours au grand complet, là, moi, je pense que ça m'a pris au moins 5 ans, là, je dirais, au moins 5-6 ans. Mais c'est pas juste 5-6 ans effectuer une formation, mais plus tous les prérequis qu'ils demandent au travers de cette certification-là. Fait que s'il y a des gens qui ont plus de questions, ils veulent aller plus en profondeur, c'est super bien expliqué sur leur site web et tu peux voir là, justement la progression puis les prérequis de chaque cours, que ce soit de l'assistant guide de ski au guide de ski certifié. OK, fait que là t'es guide ACMG, t'es guide... C'est quoi? Résume-moi donc, là, c'est quoi les... Association of Canadian Mountain Guide. Fait que c'est l'Association canadienne des guides de montagne. Ouais. Puis là, ça fait en sorte... Là, parce que là, on parle du ski, surtout, mais tu peux aussi faire de l'escalade de roche? Moi, personnellement, je ne suis pas accrédité dans cette discipline-là, okay. Mais effectivement, si ton intérêt est plus porté vers le médium de l'escalade, par exemple, tu peux aller chercher cette reconnaissance-là, cette certification-là au sein de l'association. Ouais. OK. Puis là, je reste dans le même sujet. Il y a des petits oiseaux là, qui m'ont dit que récemment, j'ai l'impression que c'est récemment, tu as commencé ta propre compagnie là-bas. Moi, ça m'intrigue quand même. J'aimerais ça en entendre plus si jamais ça t'intéresse, en fait, de nous en parler. Là. Ben oui, vraiment. Ouais. En fait, oui, j'ai commencé là, à la date de cette année ma propre compagnie. C'est tout nouveau, c'est vraiment embryonnaire pour l'instant. Ça s'appelle Beyond the Ridge. Je suis basé à Golden. Et moi, ce que j'offre comme service, dans le fond, c'est 3 offres de service. Une première qui est au niveau de l'enseignement. Un enseignement de cours de montagne, si je pourrais dire. Moi, ma visée, c'est vraiment rendre les sports de montagne, que les gens soient plus autonomes dans leur pratique des sports de montagne. Fait que je donne des cours de sauvetage en crevasse, navigation en glacier, ski alpinisme, que ce soit sécurité en terrain avalancheux. Ça, c'est le premier volet de ma compagnie. Le deuxième, c'est du guidage, autant estival que hivernal. Fait qu'encore là, soit en randonnée pédestre l'été ou en ski de randonnée l'hiver. Et le troisième volet, c'est plus pour comme consultant pour des milieux professionnels sur de la sécurité en région isolée. Okay. Alors, partie de consultant-là, on pourra en aborder plus tard si on le souhaite, mais je travaille majoritairement là, avec des employeurs, des organismes qui opèrent dans le milieu télévisuel en plein air. OK. Ouais, okay. Oui, ça, définitivement. On aimerait ça, en fait, là, raborder ça, là, mais juste encore là, concernant ta Beyond the Ridge. Beyond the Ridge. Et là, tu as parlé d'un volet d'enseignement, là, on parlait des formations juste avant. Pour donner ces enseignements-là, c'est pas genre des cours d'instructeur de plus que ça te prend ou c'est comme toi, sur ta base d'expérience, que tu peux faire ça? C'est un mix des deux. Okay. Moi, j'adore enseigner dans la vie. Je trouve que ça apporte beaucoup de sens pour moi partager ma passion chez les autres au lieu de juste guider. Souvent, même l'expérience que ma clientèle a quand je les guide, c'est une expérience un peu d'enseignement, veux pas. J'aime ça partager mes connaissances pour que ma clientèle puisse sortir de là plus autonome dans leur pratique. Effectivement, il y a certaines associations que tu dois être membre
pour donner leur curriculum de cours. Je pense à l'Association canadienne des avalanches, par exemple, que pour donner un certain curriculum de cours, il faut que tu sois membre avec eux, que je suis. Alors, ça fait en sorte que je peux donner ce curriculum de cours-là, mais on peut penser au sauvetage en crevasse, par exemple. Ben, il n'y a pas d'association ou de cadre fixe par rapport à cette formation-là, par exemple. Donc, la clientèle ne part pas nécessairement avec un brevet suite à ce cours-là, mais part avec beaucoup plus d'expérience pour pouvoir se déplacer en glacier et répondre à leurs propres besoins. Le fait que je sois breveté comme guide de ski avec l'Association canadienne des guides de montagne fait en sorte que j'ai beaucoup plus de capacité à donner ce cours-là que quelqu'un qui n'est pas breveté dans cette discipline-là. Puis est-ce que tu as déjà enseigné ailleurs avant aussi? Oui, ça fait partie de mon parcours, là, dans le fond. Lorsque j'étais à la fin de mon université, j'ai commencé à être chargé de cours au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Plus pour pas tant le DEC, mais plus un AEC, fait que c'est une attestation d'études collégiales. C'est un programme d'1 an. Et j'ai commencé, là, j'étais quand même assez jeune à donner ces cours-là, puis j'ai vraiment eu la piqûre là, de donner des cours. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis qu'est-ce qui était super intéressant pour moi, c'est que ces types de cours-là, c'est des cours concentrés, fait que ça dure peut-être 1 mois ou 2 mois. Alors, ça me permet de quand même faire mes activités dans le reste de l'année puis pas être vraiment là, attaché à un calendrier collégial d'une session complète, par exemple, ou 1 an. Fait que tu retournais dans l'Ouest, tu revenais ici enseigner, puis tu retournais dans l'Ouest après? Oui, exact. Fait que ça me permettait de visiter la famille, voir mes amis, mais aussi de partager ma passion avec des étudiants. Fait que j'ai fait ça pour le milieu collégial, mais aussi pour le milieu universitaire. Donc, bac ou... Oui, exact. Fait que j'ai été chargé de cours également. J'ai commencé avec... Je faisais de l'assistanat, je faisais de l'aide pédagogique, mais j'ai aussi été 3 ans comme chargé de cours pour les expéditions finales du bac. Alors, nice. Je savais pas. ouais, fait que j'ai fait ça pendant 3 ans, dans le fond. Puis, En rando? Oui, principalement en rando. Fait que les expéditions que j'avais participé lors de chargé de cours, c'était des expéditions de randonnée aux États-Unis, en Californie, au Wyoming. J'allais dire Wyoming, ils nous le montrent. Puis également dans le nord du Québec. Fait, c'est super intéressant. Puis c'était vraiment, vraiment formateur pour moi aussi en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, c'était super formateur. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis même encore là, en Colombie-Britannique, je donne aussi des cours à Thompson River University. Ils ont un programme de Adventure Tourism qui est donné là-bas. Et j'ai eu la chance de justement donner des cours de ski mountaineering dans ce contexte universitaire là aussi. Puis c'est quoi le sujet que tu aimes le plus enseigner? Grosse question. C'est difficile. Ben moi, j'aime vraiment ça être sur le terrain. Je pense que je suis vraiment plus un technicien que quelqu'un qui parle devant une assemblée, si je pourrais dire. Des cours de maths. Oui, exact. C'est un peu moins mon truc. Mais j'aime vraiment ça, être sur le terrain, puis voir les étudiants pouvoir peaufiner une technique qui leur est enseignée, puis les voir évoluer là-dedans, puis devenir vraiment là, les futurs professionnels du milieu. Moi, c'est quelque chose que ça me fait toujours halluciner à quel point c'est impressionnant de voir une personne évoluer dans un cadre scolaire, juste en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Là, surtout dans le domaine qu'on est, là, j'ai l'impression que c'est tellement concentré puis intense qu'on change vraiment beaucoup aussi. Là. Oui, puis moi, j'adore ça, là, pouvoir dire que peut-être des futurs étudiants vont partir leur compagnie puis ils vont m'engager plus tard ou avoir des futurs étudiants qu'ils développent des nouvelles façons de faire dans le domaine du plein air. Je trouve que c'est tellement... il y a tellement d'avenues dans le monde du plein air en général que j'aime vraiment ça, être en proximité avec cette communauté-là. Puis je trouve que la communauté universitaire puis collégiale permet vraiment de voir beaucoup de gens puis d'entrer en contact avec beaucoup de gens. Fait que le réseau s'agrandit, mon réseau personnel de personnes que je connais s'agrandit, puis je trouve que ça a une grande valeur. Oui, puis parlant de ces avenues-là, là, en fait, que tu nous dis là, comme quoi c'est large dans le monde du plein air,
là, tu sais, toi, tu nous parles de guider dans l'Ouest. Là, tu nous as parlé de l'enseignement ici et là-bas aussi. Thompson River University, c'est ça? Oui, c'est exact. Je l'ai eu le premier coup. Yes. Avec full de confiance, en plus. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, mais tu te retrouves aussi ici, en fait, là, on a parlé tantôt des plateaux de tournage. Oui, c'est fait que, exact. tu sais, c'est une des réalités de quelqu'un qui travaille en plein air ou qui étudie en plein air, c'est souvent des travails saisonniers, un peu qu'on peut voir, ce qui n'est pas 100% des cas, là, à mon avis. Là. Mais toi, c'est ça que tu vis, de ce que j'en comprends. Oui. Fait que tu sais, t'es pas venu ici avec nous enregistrer un balado parce qu'on t'a appelé là-bas puis t'es descendu pour nous autres. Là. T'es ici pour d'autres raisons aussi. Là. Oui, exact. C'est ça. J'aurais bien aimé ça, là, pouvoir me déplacer juste pour ce balado aussi, mais effectivement, là, dans le fond, je suis au Québec pour une série de contrats en ce moment. Ça fait plusieurs années, là, dans le fond, que je fais ça, puis c'est principalement l'automne. Comme tu dis, je suis travailleur contractuel saisonnier. Ça fait en sorte qu'on suit les saisons avec le travail. Et souvent, l'automne, au niveau touristique ou récréatif, c'est un peu plus... Il y a moins de contrats qui sont offerts. Et moi, souvent, j'essaye de remplir ce temps-là de l'année avec des contrats de logistique et de sécurité sur des plateaux de tournage. Donc, ma raison là, pour être au Québec là, cet automne. Là, tu dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, mettons, sur un plateau de tournage, de la logistique puis la sécurité? Ouais, c'est vraiment large. Là, que, moi, ce que j'aime, c'est que mon travail, il change à pour chaque contrat, puis pour chaque bloc de tournage, mon travail vient changer. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que je guide pas nécessairement des gens. Donc, ça me permet de retourner dans mon milieu de guidage par la suite puis d'être super content de retourner. Je me lasse pas du milieu du guidage. Et les tournages, moi, souvent, on m'appelle avant que le tournage s'effectue. Donc, j'effectue de la logistique tant au niveau du choix des localisations qu'on vient tourner et ainsi faire le lien entre les bonnes idées qu'ils ont d'un bureau parfois et la réalité terrain. Fait que je fais partie des discussions sur qu'est-ce qui est possible et envisageable de faire sur le terrain. Et quand je dis plateau de tournage, moi, je fais seulement du plateau extérieur, si je pourrais dire. Là, c'est d'où ma spécialisation. Je fais pas de plateau là, à l'intérieur ou dans des studios. C'est vraiment pas de quoi qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le challenge d'être dehors avec ces équipes de travail-là puis d'avoir des conditions qui sont changeantes. Alors, après ça, une fois que les tournages sont planifiés puis qu'on tombe dans la phase le plus de tournage sur le terrain, mais là, mon travail vient varier beaucoup. Parfois, il faut que je fasse de la logistique de transport. Donc, quand on parle de transport, on peut parler de, oui, routier, mais parfois en 4 roues, en side-by-side, en skidoo, en Zodiac, en hydravion, en hélicoptère. Tu sais, ça varie vraiment comment on se rend sur le territoire. Puis une fois sur le territoire, c'est d'assurer la sécurité puis de guider un peu, si je pourrais mettre ça entre parenthèses, autant les équipes de tournage, donc les preneurs de son, les caméramans, la réalisation, mais aussi les candidats qui se font filmer, il faut leur assurer une sécurité également dans ces régions isolées-là. Mm-hmm. Ça me semble tellement complet. Là. C'est du stock, là, clairement. Là. Je veux dire, de toucher autant à tout, c'est quand même une bonne charge. Là. Oui, ben ça vient avec son lot de stress, là, veux pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'au courant de mes études, que ce soit au cégep ou à l'université, souvent, on touche à plein de milieux. On pense au milieu de l'escalade, le milieu aquatique, que ce soit en canot de rivière, en rafting, en kayak de mer, le milieu terrestre, en randonnée. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que mon milieu de travail au sein de la télé vient faire en sorte que tous les atouts que j'ai pu construire viennent m'aider en temps de besoin. Comme par exemple, l'autre fois, j'étais en Zodiac en train de conduire dans des vagues aux îles de la Madeleine. Ça a fait en sorte que comprendre la météo, comprendre les marées, comprendre le sauvetage nautique, ça a tout eu, si je pourrais dire, son impact sur le fait que je sois capable de réaliser mon travail. Mais après ça, on était en train de filmer
à Rimouski, par exemple, que là, il fallait plus que je sois à l'aise en milieu terrestre, que je sois à l'aise avec des cordes, avec des systèmes d'avantages mécaniques. Ça vient vraiment changer là, au jour le jour, dépendamment des blocs de tournage. Fait que moi, je trouve que ça apporte une grande variété de choses que je peux faire, puis j'aime vraiment ça parce que ça me permet d'être à jour dans plein de milieux. Moi, c'est ça, je m'en avais dit, ça te garde quand même. Ça te pratique, là. C'est du terrain que, après ça, quand tu retournes à guider, c'est des réflexes que tu as entretenus un peu, ou de la pratique. C'est comme n'importe quoi en plein air, par exemple, des soins ou de l'orientation, c'est des trucs que si tu le fais pas, ça se perd, puis là, tu retournes sur le terrain, puis t'es comme, aïe, comment je fais ça déjà? Fait que c'est quand même une belle opportunité de pouvoir appliquer tout ça encore dans ces contextes-là. Là. Je veux dire, c'est de la pratique. Là. Ouais, vraiment. Puis, c'est intimement lié à... Moi, j'adore enseigner, comme j'ai dit un peu plus tôt. Puis, selon moi, si tu es capable d'enseigner une matière, il faut vraiment que tu t'appropries cette matière-là que tu enseignes. Et pour moi, c'est vraiment important parce que même chose dans mon contexte de travail pour les organisations télévisuelles, par exemple, c'est pas rare que je suis porté à engager des gens pour pouvoir effectuer les mêmes choses que moi, par exemple. Donc, parfois, j'engage ou je réfère des candidats que je connais qui, soit ils ont une spécialisation dans un domaine ou ils ont une connaissance générale approfondie dans plusieurs domaines. Ce qui fait en sorte que, parfois, il faut que je leur enseigne, si je pourrais mettre ça entre parenthèses, la chose à faire parce qu'ils sont spécialisés, on va dire, en eau vive, mais ils n'ont jamais travaillé avec une équipe télévisuelle en eau vive. Fait que moi, ce que j'aime aussi de mon domaine, c'est de pouvoir enseigner ce monde-là que j'engage, de dire, OK, ça, c'est la manière qu'on fonctionne dans cet environnement-là qui est souvent nouveau pour la majorité des gens qui font du plein air. Mm-hmm. OK, mais c'est tellement intéressant. Là, ça vient chercher tes trucs de guidage, mais aussi tes capacités d'enseignement aussi. Là, fait que ce que je viens de dire juste avant, tu viens juste de confirmer ça, là, comme quoi que ça te met tout ça en pratique. Là. Je veux dire, c'est trippant d'avoir l'occasion de refaire ça dans un contexte aussi qui t'apporte d'autres apprentissages en même temps, puis d'autres applications qui sont différentes du fait que c'est des plateaux de tournage. Fait que je suis comme flabbergasté. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Puis je pense qu'au Québec, dans nos institutions d'enseignement, c'est vraiment le fun de pouvoir dire « Hey, je sors d'un programme, puis j'ai déjà eu une petite expérience en kayak de mer. J'ai déjà eu une petite expérience en rivière, en ski, en randonnée, en raquette, en peu importe. » Et là, quand on vient faire des tournages, souvent, surtout des shows de télé, si je pourrais dire qu'il y a des blocs de tournage qui sont différents au lieu de des films. Les shows de télé nous permettent de vraiment toucher à toutes ces compétences-là que tu as pu acquérir au travers de ton parcours. Oui, parce que dans le fond, vous touchez vraiment à tout dans l'émission que vous faites. Là. C'est quoi, en fait, je serais curieuse de savoir c'est quoi l'émission? Oui, dans le fond, là, je suis au Québec pour une saison 2 d'une émission que... L'amour est dans le pré. Hey, t'aimerais trop ça, Lou, mais dans le fond, ça s'appelle Épique. C'est diffusé à Télé-Québec, puis on est à la saison 2. Fait que c'est une compétition de groupes d'individus. Ils sont 3 par groupe et ils sont 6 groupes au départ. Et le but, dans le fond, c'est de performer tant dans des épreuves physiques, des épreuves techniques de plein air, mais également des épreuves cognitives, intellectuelles, pour finir le trio gagnant là, à la fin de l'émission. Fait qu'il y a un autre aspect de cette émission-là qui est de découvrir les régions du Québec. Alors, on se promène dans des régions. Alors, ouais, c'est ça le contrat pour lequel je suis en ce moment, mais il y a d'autres contrats là, que j'ai effectués dans le passé, justement, que c'est full varié. Là. On dirait que le plein air, ça l'a pris encore plus d'expansion depuis la COVID. Puis les gens, en plus d'en faire, ils aiment regarder à la télé des shows de plein air. Donc, je dirais que cette spécialisation-là là, de logistique et sécurité pour des plateaux de tournage est vraiment en demande un peu là, au Québec. C'est chouette aussi de mettre en valeur un peu les régions du Québec. Des fois, on ne pense pas nécessairement à aller visiter parce qu'on est proche. Mais oui, effectivement, là, Elisabeth. Puis ça fait en sorte que ce que je trouve beau, c'est que avec l'enseignement que j'ai effectué en Gaspésie, à Chicoutimi et
outre que l'enseignement, mais aussi en tant qu'étudiant, j'ai réussi à avoir un réseau de personnes qui habitent un peu partout au Québec. Ce qui fait en sorte que j'ai vraiment la chance là, de pouvoir dire hey, je reprends l'exemple aux îles de la Madeleine, puis là, on a réengagé quelqu'un que c'était un capitaine de bateau, lui il est Madelino, il habite là-bas, j'ai étudié avec à Gaspé, je ne l'avais pas revu depuis 10 ans, mettons, puis là, j'ai réussi à collaborer avec lui, là, par exemple. Fait que je trouve le réseautage qu'on fait dans ces programmes-là, il est vraiment impressionnant, puis c'est fou à quel point là, c'est immense. Là. Fait que connaître du monde dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le bas du fleuve, la Gaspésie, Québec, Montréal, Laurentides. Partout, là. Oui, exact. Là, j'oublie des régions là, dans ma liste, mais le fait est que dans ces programmes d'études-là, les gens viennent d'un peu partout au Québec. Ça fait que quand ils retournent dans leur région administrative, ben, tu as des pôles de contact là, qui sont full intéressants. Oui, puis ils viennent d'un peu partout, mais tu sais, quand tu pratiques le plein air, tu es aussi amené à bouger partout un peu dans le Québec, aller voir telle rivière-là, tu sais, ouais. Non, ouais, exact. Fait que moi, je trouve ça vraiment impressionnant, mais jamais j'aurais pensé que ce travail-là, dans le domaine télévisuel, spécialisé en plein air, était même possible. Dans le fond, là, jamais j'étais ses bancs d'école, puis quelqu'un m'a dit que ça aurait pu être une avenue pour moi plus tard dans ma vie. Ça l'a comme adonné, si je pourrais dire. J'étais au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Mais ça, c'était quoi, ça, ce bon moment à la bonne place avec les bonnes personnes? Je me suis posé la question, je veux dire, comme tu dis, c'est pas personne qui va te présenter ça en avant d'une classe. Là. C'est quoi qui s'est passé pour que tu aies été capable de mettre ton pied dans cette corde de porte-là? Tu sais? Ça a vraiment été un concours de circonstances, si je pourrais dire. J'assistais beaucoup de cours à l'université comme aide pédagogique. Puis à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a un laboratoire d'expertise en plein air, le LERPA qu'on appelle, qu'eux, ils ont été affiliés avec une série télé pour leur donner du contenu en termes de survie en forêt. Puis finalement, de fil en aiguille, mon nom s'est passé et ils cherchaient quelqu'un pour juste faire du remplacement durant une émission pour gérer l'équipe technique. Puis finalement, j'ai fait une émission, mais finalement, j'ai fait la série au complet. Puis après cette série-là, veux pas le monde télévisuel, c'est un peu comme le monde du plein air. C'est vraiment petit, encore plus petit, les gens qui opèrent dans les environnements extérieurs. Alors, ça fait que de fil en aiguille, tu rencontres des gens qui t'invitent sur d'autres projets. Alors, j'ai fait plusieurs émissions télévisuelles québécoises, que ce soit de la survie en forêt avec des animateurs, des shows de cuisine en plein air, des shows de kayak de rivière, de descente de kayak de rivière, des shows, justement, là, des shows, comment je pourrais dire ça, pas jeu d'évasion, là, mais comme... Ouais. Mais c'est souvent ça qu'on voit le plus, parce que moi, comme on dirait qu'avant qu'on me parle que tu avais fait ça, genre, j'avais aucune vraiment connaissance à ce sujet-là. Mais la seule chose qui me venait en tête, c'était les trucs de survie, jeu évasion. Là, tu sais, là, on a vu, il y a Survivor Québec. Là. Moi, j'imaginais un peu ça comme ça, plus que, tu sais, show de cuisine en plein air. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est full intéressant. Ouais, exact. Je pense que parfois, veut pas, on n'est pas tout le temps la clientèle cible de certaines émissions de télé. C'est... Eux, au final, le diffuseur, ils veulent le présenter à plus de gens possible, mais parfois, les tranches de population que l'émission vise n'est pas nécessairement des tranches de population qu'on évolue dedans, par exemple. Alors, ça fait en sorte que parfois, il y a une émission qui peut être vraiment connue par une tranche de la population X, mais très peu connue par une tranche de la population Y. Mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, le fait de pouvoir dire « Ah oui, j'ai fait 3 saisons d'un show de cuisine, qu'on était dans le milieu de la forêt avec des chefs cuisiniers à essayer de apprêter des protéines locales, qui sont locales au Québec, et de justement là, pouvoir avoir cette expérience-là, là, c'est full enrichissant, mais c'est d'autant enrichissant avoir une expérience de suivre une gang de Québec qui font des descentes de rivières au Québec ou dans l'Ouest canadien. Et je veux dire, les projets ne se comparent pas. Les projets, ils ont une nature différente. Puis ça vient avec des caractéristiques différentes dû au fait que c'est super le fun et enrichissant de travailler là-dedans.
Puis, est-ce que tu fais aussi des émissions dans le OBC? Dans le fond, en Colombie-Britannique, j'en fais pas beaucoup parce que, veux pas, j'ai comme mon réseau qui est installé au Québec, puis j'ai une spécialisation qui est comme partagée parmi les maisons de production ou les diffuseurs au Québec. Fait que ça fait en sorte que souvent, quand je me fais appeler, c'est ici. Par contre, justement, avec la compagnie que j'ai créée, je souhaiterais quand même là, pouvoir avoir l'opportunité d'avoir plus de contrats dans l'ouest du pays. Veux pas, pour rester plus proche de chez moi. Mais aussi, je trouve que c'est toujours enrichissant de développer un produit dans différentes régions. Fait que j'ai un peu vécu au Québec, ça va faire une dizaine d'années que je fais ça. Puis là, j'ai juste hâte de pouvoir explorer ce qui est à explorer ailleurs, si je pourrais dire. Pas que je veux mettre ça de côté au Québec, mais plus j'ai hâte de découvrir d'autres environnements de travail. Oui, c'est sûr. Ouais, puis mettons, genre là, tu sais, ça t'apporte une belle expérience, c'est enrichissant. Est-ce que si tu refais, c'est des trucs que tu refais à chaque année, est-ce que c'est parce que c'est plus professionnellement que ça t'apporte quelque chose ou vraiment, toi, c'est une expérience que tu chéris puis que personnellement, ça te fait grandir? Je sais pas si tu comprends ma question, là, c'est un peu abstrait. Non, je pense, Lou, je comprends ta question. Dans le fond, moi, veux pas, quand t'es travailleur dans le monde du plein air, souvent t'es travailleur saisonnier contractuel. C'est pas fait pour tout le monde, je pense, avoir ce milieu de vie-là, parce que tu fais pas du 8 à 5 tous les jours, puis que tu as 2 semaines de vacances dans ton année. Quand tu es travailleur contractuel, saisonnier en plus, ça vient avec un certain stress financier, stress de contrat, stress familial, qui fait en sorte que tu es toujours à la recherche de ton prochain contrat, si je pourrais dire. Ça fait en sorte que c'est pas fait pour tout le monde, ce style de vie-là, si je pourrais dire. Alors, lorsque j'effectue un contrat, par exemple, c'est sûr que s'il revient l'année prochaine, c'est une espèce de... Je me dis, hey, je pourrais le prendre, ça pourrait déjà être planifié dans le calendrier. C'est comme le fun de savoir que tu vas avoir des contrats qui vont arriver d'avance, puis tu peux remplir les trous entre ces contrats-là avec d'autres choses. Mais moi, professionnellement, je pense que je m'épanouis vraiment dans ces types de contrats-là aussi. Je trouve que j'ai développé une camaraderie avec les gens que je travaille depuis les 10 dernières années qui fait en sorte que eux sont au Québec à temps plein. Moi, je suis en Colombie-Britannique, mais quand je reviens pour mes contrats, je les retrouve. On parle de projets. C'est quand même fou là, quand tu te dis hey, on a un show de télé qu'on peut créer de toutes pièces puis dire OK, ça va être quoi le prochain challenge qu'on veut que nos invités y fassent? Et avoir cette liberté-là de pouvoir créer, de pouvoir faire place à ton imagination puis d'avoir les ressources pour l'accomplir sur le terrain, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est sûr que c'est des contrats de travail que je suis porté aussi à revenir. Puis peut-être un autre aspect, pour être totalement transparent également, il y a un aspect que le tourisme d'aventure au Québec, veut pas, c'est difficile quand tu es contractuel saisonnier d'avoir des salaires pour l'année, si je pourrais dire. Fait que ces contrats-là qui sont un peu plus dans le secteur industriel, si je pourrais mettre ça en parenthèse, font en sorte qu'il y a des salaires aussi qui sont intéressants reliés à ça. Intéressants ou différents, si je pourrais dire. Alors, c'est pour ça que je viens vraiment là, mettre à mon agenda au travers de l'année plusieurs contrats différents dans des types d'organismes différents, si je pourrais dire. Puis moi, professionnellement, je trouve que ça fonctionne super bien dans mon calendrier. J'aime le fait que je peux prendre des semaines de congé, soit dans mon hiver, soit dans mon été ou dans mes entre-saisons pour faire les sports qui m'intéressent également. Fait que toi, tu le vis bien. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas comme... On dirait que moi, je me mets dans cette position-là puis je ressens un genre de stress à l'idée de, justement, l'instabilité un peu que ça peut apporter. J'imagine que le temps de te faire ton réseau puis d'avoir un peu ta ligne de contrat, genre, ça doit être une période qui est un petit peu plus peut-être angoissante, mettons. Là. Oui, moi, je me souviens, crème, la première fois, là, tu sors de l'école, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est toujours la question, hein? J'ai plus, genre, 6 cours semaine qui organisent mon agenda, mettons. Il faut que je travaille pour payer mes factures. Il faut que... Qu'est-ce que je vais faire de mon temps?
c'est une grosse question, puis c'est de quoi que je pense que c'est intimidant. Moi, je pense que dès le début, quand j'étais à l'école puis quand j'ai quitté l'école, j'ai toujours eu le même principe en tête, c'est lance-toi puis tu vas créer ta chance. Moi, j'haïs ça, le monde qui disent « Hey, t'es vraiment chanceux de pouvoir faire ça. » Je suis comme quand j'avais commencé, on va dire, j'étais au cégep, j'avais pris un stage au Yukon, par exemple. Je travaillais comme guide de randonnée pédestre puis comme guide de canot de longue expédition au Yukon. Le monde, il dit t'es chanceux après, mais sur le coup, là, quand c'est le temps de monter là-bas avec une incertitude sur c'est quoi que ça va être ton travail, sur est-ce que tu vas aimer ça dans une langue qui n'est pas français, que je savais à peine parler en anglais dans ce temps-là, je me suis pas trouvé chanceux. Là. Je me suis trouvé vraiment intimidé. Là. Fait que moi, je trouve que mon conseil que je dis à tout le monde, c'est crée ta chance, lance-toi. Puis le pire qui peut arriver, c'est que t'aimes pas ça, tu te dis que t'aimes pas ça, puis tu changes. Ouais. Comme je trouve que les gens, souvent, puis je le vis aussi dans mes contrats de travail, parfois, on est bien dans nos vieilles chaussettes, on fait ce qu'on a toujours fait, admettons. Parfois, c'est comme, j'ai fait un stage dans telle entreprise. Je sais pas tant si j'aimais ça, mais je vais y retourner. Puis là, t'es comme, là, tu y retournes, puis là, tu regardes ta montre, ça va faire 15 ans que t'es là, puis tu sais pas trop si t'aimes ça. Il y a des gens qui sont très heureux là-dedans, puis moi, je pense que c'est super bon, parce que des jobs, il y en a partout pour tous les types de personnes. Ouais. Mais je pense que de se lancer un peu dans l'arène, puis se dire, hey, je vais essayer de quoi, je trouve que il faut son petit lot de courage, mais on sait jamais c'est quoi que ça peut donner à la suite. C'est tellement vrai. Là. Oser, dans le fond. Oui, mais c'est vrai. Tu réponds quasiment à notre question choc. Question oui, choc. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, en plus, c'est- ça conclut ouais. tellement bien. Ouais, Ouais. ça va. C'est quel conseil que tu donnerais à un futur intervenant plein air? Genre, ton conseil. Mettons pas nécessairement à quelqu'un qui a étudié, oublie pas, là, juste n'importe quel acteur là, qui va intervenir dans le monde du plein air en guidant au plateau de tournage, peu importe. Là. N'importe qui travaille éventuellement dans le monde du plein air, t'as un conseil à donner, ça serait quoi? Pour tracer son chemin. Hey, c'est Ouais. difficile là, Pas comme pire, question, hein? on Ouais. dirait. Il y en a Ouais. plein, là, des affaires. Mais moi, je pense qu'une chose que j'accorde beaucoup de respect, c'est les gens qui sont capables de voir outre ce qu'ils ont déjà accompli. Donc, quand je pense, par exemple, à des professeurs qui ont un plan de cours, puis c'est la rentrée scolaire, ils font leur plan de cours l'année d'après, ils sont comme « Ah, je vais réutiliser le même plan de cours ». Moi, je pense qu'un plan de cours, ça peut être bonifié, ça peut être agencé aux besoins des étudiants. Quand je pense à un guide qui va faire le même travail ou la même sortie plusieurs fois dans son été, plusieurs fois dans son hiver ou année après année, ton activité peut être bonifiée, peut être changée. Puis moi, je trouve que parfois, on voit des guides que justement, ils se lassent là-dedans. Mais moi, c'est si vous vous lassez dans votre milieu de travail, essayez soit de changer ce qui vous lâche, ce qui vous chicote, si je pourrais dire, ou venez rajouter du piquant d'une certaine façon parce que c'est ton milieu de travail, puis ça se voit aussi avec la clientèle quand t'es lassé là, de ton milieu de travail. Puis moi, je pense que c'est full important de vraiment se mettre à 100% là-dedans, de se lancer, de s'essayer, de faire des erreurs, d'apprendre de ça. Je sais pas, c'est... Moi, je trouve que c'est full pertinent. Puis aussi, avoir plusieurs cordes à son arc. Je pense que c'est de quoi que... Moi, j'accorde beaucoup de respect aux gens qui puissent changer de pied dernière minute sur quelque chose. Puis ça fait en sorte, je pense, que tu crées ta chance un peu, là, comme j'ai dit un peu plus tôt, parce que tu as la capacité de prendre différents projets qui viennent à toi. Ouais. C'est des beaux conseils. C'est vrai, ça rejoint très bien ce que tu étais en train de nous dire avant. Là. Puis là, on en est venu à ça parce que le temps file très rapidement, comme on avait dit. Ça passe vraiment vite quand... Ça passe tellement vite, puis c'est vraiment intéressant. Là. Moi, c'est vraiment des mondes que je connais pas beaucoup, là, le ski, puis les plateaux de télé. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ouais, le crâne y est plein. Ça fait plein d'affaires. Parce que les plateaux de tournage, moi, ça m'intéresse. Là. On m'en avait déjà parlé de cette avenue-là. Puis justement, c'est intéressant que
Ben là, bref, on va pas rentrer là-dedans, là, mais tu sais, là, toi, c'était de fil en aiguille, ça a comme à donner. Là, c'est-tu quelque chose que tu peux, genre, ça peut être un objectif que le monde aille, genre, que je me dis, moi, je m'en vais faire ça pour ça, parce que ça m'intéresse du moins pour commencer. Moi, je trouve qu'il y a tellement de jobs qu'on connaît pas. C'est hallucinant. Moi, là, avec de la rétrospect, je me dis, peut-être j'aurais tellement aimé ça, être caméraman dans des milieux d'expédition, des milieux de plein air. Puis je me dis, voyons donc, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Il n'y a rien qui m'empêche de pas le devenir en ce moment. N'empêche qu'il y a un certain côté de moi qui est comme, oh my God, là, quand j'étais aux études, peut-être j'aurais trippé puis j'aurais eu complètement une vie différente. Alors moi, je pense que, justement, là, comme Lou a dit, osez, lancez-vous là, vraiment dans ce monde-là. Je pense que les rencontres sont magiques, les personnages qu'on rencontre sont vraiment fantastiques, les endroits qu'on découvre sont spectaculaires, nos environnements de travail, parfois ça vient gricher des dents, mais ça compense pour tous les beaux moments là, qu'on réussit à avoir là-dedans. Mm-hmm. Alors moi, je trouve que le milieu de l'intervention plein air, c'est vraiment large. Il y a de la place pour tout le monde, tous les goûts, toutes les avenues. Il faut vraiment juste se lancer. Merci Fabrice. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps dans ta tournée québécoise, familiale et amicale de toi qui reviens chez vous. Fait que là, il faut que tu vois tout le monde. C'est bien apprécié d'être venu ici. Moi, ça fait toujours un plaisir de passer par Chicoutimi. Puis c'est ça, là, au plaisir de vous voir ou de voir tous les auditeurs là, sur des pistes de ski, qui sait, ici ou ailleurs. On a du bon ski ici aussi quand même. Ben pas oui. les Rocheuses canadiennes, mais le Valais, c'est le fun aussi. Ben oui, vraiment. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je trouve ça flatteur. Puis je vous remercie énormément. Le plaisir est pour nous. Merci Fabrice. Merci Elisabeth. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde qui a écouté ce balado-là. On vous dit merci et à la prochaine.